Bonjour à tous, il est 12h33, c'est le ZCL News de ce mardi 14 décembre. On s'en souviendra en Guadeloupe puisque les négociations qui devaient avoir lieu ce matin, comme il fallait s'y attendre, n'ont pas lieu puisque l'État n'est pas venu. À la table des négociations, les syndicats et le collectif ont décidé de relancer la question de relancer l'État, on ne sait pas. Pour l'instant, en tout cas, la crise rebondit. On y reviendra tout à l'heure avec un sujet de Maxime Morel. Sinon, on va recevoir dans un instant Jean-Louis Francis, qui est le président, j'ai envie de dire du SMO, mais on dira mieux du SME-AG, c'est plus facile à dire au SMO. Et Ludovic Cancel, lui, il va nous parler d'une assistance des entreprises, puisque vous savez, avec la crise, il y a eu un nombre important d'entreprises qui ont été très endommagées, qui sont en difficulté. Ludovic Cancel, bonjour. Bonjour, M. Andronis. Merci d'être avec nous. Vous êtes chargé de mission à la direction de l'appui aux entreprises de la CCIG. On y reviendra dans un instant. Lydie Pont-Rémy, responsable adjoint de l'unité de production et des droits à la retraite de la CGS, c'est très important, sera aussi avec nous. Et on va terminer avec Barbara Montpierre, la chronique à la rencontre de soi. Et aujourd'hui, spécialement, on parlera de cet ouvrage, L'aventure du papyrus, un ouvrage écrit par Jacques Sargon. Tous les Guadeloupéens qui ont au moins 30 ans se souviennent du papyrus qui était à la Marina. L'expérience est terminée après 40 ans. Et l'auteur est venu nous présenter cet ouvrage qui est sorti aux éditions Nestor. Voilà ce qu'on peut retenir déjà pour l'actualité. Alors, je vais demander quand même à M. Francis, en ouverture, de réagir un petit peu sur ce qui se passe, cette crise qui risque de rebondir, l'absence de l'État. Ça vous surprend, M. Francis? Alors, c'est vrai que, oui, bonjour à tous, bonjour à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent. Par rapport à ce fait, donc, que l'État ne soit pas là, c'est vrai que c'est toujours un peu dommage dans la mesure où, pour pouvoir sortir de ce conflit, il faut qu'il y ait la revendication, comme elle est faite, qu'elle s'organise, mais aussi qu'il faut qu'il y ait en face les collectivités majeures qui l'ont été, l'association des maires qui nous représentent, mais aussi l'État, parce qu'il y a des questions qui relèvent directement de l'État. Donc, beaucoup de gens, j'ai déjà eu des appels là tout à l'heure, des gens qui pensent que la crise risque de rebondir. Alors, risque de rebondir, c'est toujours dommage parce qu'on se retrouve entre les deux feux, c'est-à-dire des revendications qui peuvent être légitimes pour certaines. Et bien entendu, nous qui sommes des élus, qui sommes là pour porter des réponses, donc nous avons besoin de tout ce beau monde. Et comme je vous l'ai dit, les élus auront beau faire, mais sur des questions qui relèvent directement de l'État, donc il est important que nous puissions avoir la voix pour qu'il y ait une résolution définitive de ces conflits sur le territoire de la Guadeloupe. On va y revenir tout à l'heure avec le sujet suivant. Alors, je vous ai fait venir aujourd'hui vous inviter parce que au niveau du SMEG, il y a un certain nombre de difficultés. On a parlé de difficultés premièrement de finaliser le mois pour les salariés, difficultés par rapport aux dettes du SIAG. Alors, il faudrait peut-être faire un point un peu plus complet, expliquer aux Guadeloupéens ce qui se passe réellement aujourd'hui. Là aussi, il y a peut-être une responsabilité de l'État. Je ne sais pas, vous allez nous dire. Alors, quelle est la situation aujourd'hui pour le syndicat de l'eau? Alors, il faut qu'on sache, en démarrant quand même, que nous existons depuis le 1er septembre. Ouais. Et c'est vrai que depuis que nous sommes arrivés, donc les 543 collaborateurs se sont mis à l'œuvre, donc ont tout fait pour qu'il n'y ait pas de rupture dans le service de l'eau, donc ils ont pu intervenir. Ça aussi, je salue directement l'ensemble de ces collaborateurs qui ont contribué à ce qu'à aujourd'hui, quand même, qu'il y ait eu des interventions et des opérations. Néanmoins, dans le cadre de la préfiguration, des éléments essentiels n'ont pas été assurés. Alors, je parle déjà d'un point de vue financier. Oui. Alors, tout le monde savait que pour pouvoir finir l'année jusqu'en décembre, qu'il aurait fallu au moins 25 millions. Ça, c'est une réalité. Par contre, qu'est-ce qui a été fait? Ils ont, dans le cadre de la présentation, prévu des dotations à hauteur de seulement 16 millions, c'est-à-dire 5 millions du département qui ont été versés dès le mois de septembre, et merci au président du département, ce qui nous a permis de pouvoir payer et tenir les charges du mois de septembre.
Au mois d'octobre, la région Guadeloupe, merci au président de région Harry Chalus, qui a réalisé cette dotation, qui nous a permis de passer ces 2 mois. Et ensuite, s'agissant des EPCI, même si de manière, je qualifierais de manière fictive, oui, il était question que ces EPCI donnent 6 millions, mais il a fallu faire une rencontre avec ces EPCI. Et à aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, en ce 14 décembre, c'est la communauté d'Aglo du Grand Sud Caraïbe, celle qui est le plus en difficulté, celle qui, tout le monde en Guadeloupe parle de cette communauté d'Aglo, mais c'est cette communauté d'Aglo qui a déjà versé près de 750 000 euros. Ça, c'est la réalité. Ensuite, la CARL, avec monsieur le président Cornet, là aussi, la CARL a décidé, a fait l'action de verser les 650 000 euros. Après les autres, nous n'avons pas... Cap Excellence, pas de réponse? Alors, à votre question, je dirais, à l'heure où je parle, il n'y a pas d'entrée au niveau de notre syndicat mixte. C'est ça la réalité. Donc, on entend beaucoup de choses, mais je dis simplement sur l'aspect financier, et même si les EPCI avaient déjà versé leur dotation, il manquerait quand même au moins 8 millions. Parce que les charges de septembre à décembre s'élèvent à près de entre 20 et 25 millions. Donc, vous comprenez, quand j'entends certains, alors quand je parle d'élus, qu'ils soient municipaux, communautaires, régionaux, départementaux, parlementaires, quand j'entends certains dire oui, oui, il manque. Mais vous qui étiez à la préfiguration, vous saviez, et il faut le dire à la Guadeloupe aujourd'hui, que pour pouvoir passer le cap de l'année 2021, qu'il fallait 25 millions et que les 25 millions n'ont pas été mis sur la table. Et voilà la réalité. Donc aujourd'hui, nous faisons ce qu'on appelle de la gestion. Oui. Avec les fonds que nous avons, avec l'accompagnement du département, le président du département, le président du conseil régional. Donc ces 2 collectivités viennent de prendre à nouveau une décision d'accompagnement pour permettre à ceux qu'avant la fin de l'année, qu'ils puissent verser chacune 1,5 million, ce qui ferait 3 millions, qui viendraient compléter la trésorerie que nous avons et qui nous permettrait d'assurer les dépenses du personnel et les premières dépenses obligatoires. Donc je remercie aussi l'ensemble des entreprises guadeloupéennes. Et c'est vrai que nous allons transmettre à chacune de ces entreprises, à chacun de ces chefs d'entreprise qui ont joué le jeu de la solidarité. Parce que dès le 1er septembre, ces entreprises ont commencé à nous accompagner et c'est grâce à elles, grâce au département, à la région, que nous avons pu passer ce cap. Voilà. Oui. Alors, il vous manque combien d'argent réellement au moment où vous parlez? Alors, quand on parle, donc là, nous sommes déjà en projection. Oui. Nous sommes déjà en projection pour finir l'année, je vous ai dit, avec l'appui du département et du président du conseil régional, nous assurons normalement, l'année est assurée. Les prévisions des 50 millions que vous entendez, qui se diffusent en Guadeloupe, c'est pour pouvoir passer le cap de l'année 2022. Alors, quand on parle de fonctionnement, et je m'adresse à la population, le fonctionnement, ce n'est pas seulement les salaires. Le fonctionnement, c'est chaque intervention, chaque casse, chaque réparation au quotidien, faire venir un tracteur, renouveler une partie de la tuyauterie, faire des interventions ponctuelles ou programmées, ça fait partie aussi du fonctionnement. Ce n'est pas pour payer les salaires, mais c'est pour payer toutes ces entreprises. Quand nous faisons appel aux véhicules, les véhicules, vous devez pouvoir les payer, vous devez pouvoir payer le carburant, vous devez pouvoir payer, voilà, vous devez appeler une entreprise qui intervient pour nous en matière d'assainissement. Et c'est cela que quand nous parlons de fonctionnement, nous parlons de toutes ces actions et de toutes ces personnes qui nous accompagnent. Oui. Alors, ça veut dire qu'en ce moment où vous parlez, les moyens du syndicat sont très limités, au-delà même des salaires, puisque ce que vous dites, effectivement, il faut une trésorerie pour pouvoir fonctionner. Oui. Vous êtes en grande difficulté. Alors, grande difficulté, c'est un grand mot. Comme je dis, tous ceux qui vont le dire aujourd'hui, et tous les élus qui vont le dire, parce que vous savez, après, on ne connaît pas les intentions des uns et des autres.
si nous avons le soutien et l'accompagnement du président de région, nous avons le soutien et l'accompagnement du président du L'État département. n'intervient pas dans ce domaine? Alors, l'aide de l'État a été dans le cadre d'une assistante technique. L'aide de l'État encore en accompagnement. S'agissant du crédit, l'État participe fortement à ce que ce crédit puisse avoir une issue favorable. C'est vrai que nous aurions souhaité à un moment donné disposer d'une garantie de l'État. Oui. Malheureusement. C'était pas prévu dans le protocole au départ, à la signature? Ben voilà, si vous voulez, quand vous entendez le ministre vous dire que c'est vrai que pour envisager une telle garantie, il aurait fallu que cela soit tracé dans le cadre de la loi de finances. Oui. Mais si cela avait été prévu, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc, force est de constater qu'il y a une situation par rapport à la garantie. Les élus locaux, à savoir région et département, se sont interrogés. Nous avançons sur le sujet. Je sais pouvoir compter sur le président du conseil départemental, le président du conseil régional. Ils vont pouvoir prendre une décision en âme et conscience au service de la Guadeloupe et au service de l'action publique en Guadeloupe. Parce que, M. Francis, il y a un autre problème qui se pose, c'est que le syndicat est né aussi pour essayer de résoudre les problèmes réels de l'eau, c'est-à-dire qualité, distribution, etc., tuyauterie, et visiblement, on en est loin. Parce que l'État avait pas... M. Locor lui-même, il n'était pas encore ministre, Oui. était venu ici il y a 2-3 ans pour mettre environ 400 millions d'aides immédiates. Où en est-on? Sur la partie de l'investissement, comme on dit, parce qu'aujourd'hui, et quels que soient les projets qui soient menés au niveau des collectivités, en mairie, région, donc les projets sont accompagnés par des fonds européens. Oui. L'investissement aujourd'hui n'était pas véritablement un problème dans la mesure où il y avait déjà des opérations et qui vont se poursuivre, notamment la recherche et la réparation de fuites qui avait démarré avec le préfet. Ensuite, cette opération qui avait été menée et bien menée par la région Guadeloupe. Aujourd'hui, ce sont des opérations qui vont se poursuivre en 2022 pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. L'objectif principal, c'est de permettre à ce que la situation de l'eau en Guadeloupe s'améliore et que les foyers puissent retrouver de l'eau en quantité. C'est vrai qu'on en est loin. Pourquoi? Parce que sur certaines zones du territoire, il est vrai, et là aussi c'est la vérité que nous devons dire à notre population, certaines zones du territoire étaient vraiment en décalage. Oui. Et c'est la raison pour laquelle, quand je parle d'équilibrage des investissements, oui, ça peut gêner, oui, ça peut déranger certains, mais nous ne sommes pas là pour avoir une vision individuelle, nous sommes là pour avoir une vision collective de la Guadeloupe. Quel que soit le quartier, quelle que soit la commune, il est important de pouvoir réaliser les travaux nécessaires pour que l'eau arrive. Et il faut surtout en avoir les moyens. Alors, les moyens, oui, moyens en investissement, comme je vous dis, sur l'investissement, les moyens étaient déjà présents. S'agissant des autres moyens à venir dans le cadre du contrat de progrès, donc sur l'investissement, il y a de bonnes perspectives. Néanmoins, la question qui se pose aujourd'hui, c'était la question du fonctionnement, mais pas fonctionnement, voire d'un point de vue salaire, c'est vraiment fonctionnement pour fonctionner au quotidien et permettre de répondre aux premières opérations. Alors, autre question qui s'est posée, qu'on a su, comme vous étiez là, bien sûr, j'ai reçu beaucoup de questions. Oui. Les personnels du SIAG aujourd'hui, il n'y a plus aucun problème? Alors, sur le SIAG, là aussi... Je parle des anciens. Oui, disons la vérité aux Guadeloupéens. Parce que c'est vrai que tout le monde parle de oui, nous aimons la Guadeloupe, voilà. Mais la Guadeloupe, c'est la vérité, il faut la dire. Oui. Le SIAG et le président du SIAG, M. Ferdi Louisi, donc les organisations syndicales, se sont entendus dans le cadre d'un protocole d'accord pour que les arriérés, c'est-à-dire les heures supplémentaires, voilà, les jours d'astreinte, ceux qui n'avaient pas été payés, le soient. Alors, ça va jusqu'au 13e mois? Je parlais sur les corps, c'était vraiment des astreintes, des heures supplémentaires. Voilà. Donc, une convention, un accord a été signé entre M. Ferdi Louisi et le président et bien entendu les organisations syndicales, un accord qui a été signé le 30 août. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait que oui, le SIAG reconnaît cette situation et va pouvoir régler. Le SIAG n'existant plus, le SIAG, nous avons émis
suite à la demande de Ferdi Louisi, un titre de recette de 745 000 euros qui chargé, c'est-à-dire en net autour de 400 et quelques mille euros, plus 300 000 euros de charges sociales. Donc pour le syndicat mixte, c'est une opération blanche. Le syndicat mixte ne donne pas de l'argent aux personnes. C'est un accord qui avait déjà été pris. Nous sommes vraiment cette boîte aux lettres. À l'euro près, nous allons pouvoir recevoir ces sommes et les transférer aux collaborateurs qui étaient concernés suite à l'accord qui avait été signé entre Ferdi Louisi et les collaborateurs. Donc, il n'y a pas, quand certains viennent dire oui, on veut faire des cadeaux, il n'y a pas de cadeaux. Nous savons que nous avons besoin de nos collaborateurs. Oui. Il y avait des engagements qui avaient été pris et en homme et en responsable politique, nous devons pouvoir les mettre en application. Voilà. À l'époque du SIAC, il y avait aussi, je crois, des agriculteurs qui avaient des possibilités d'eau et qu'on leur demandait de fermer un petit peu leur entreprise. Est-ce que là aussi, il y a un remboursement ou bien quelque chose, ou un dédommagement qui va être fait? Alors, le syndicat mixte existe depuis le 1er septembre. Oui, je sais, tout ce qui s'est passé avant, et voilà. Donc, je vous ai parlé de la situation des collaborateurs parce que les collaborateurs, ce sont les nôtres aujourd'hui. Il y avait déjà eu un accord et nous sommes, on pourrait constituer, parler de boîte aux lettres, c'est-à-dire qu'on reçoit un montant, on transfère. Mais s'agissant des situations et des litiges qui existaient avant, c'est vrai qu'il va falloir un jour se pencher sur ces différentes situations. C'est le syndicat mixte qui va s'en occuper vraiment? Le syndicat mixte a pris naissance le 1er septembre, tâchera de résoudre toutes les difficultés depuis le 1er septembre et ensuite portera sa contribution pour que les uns et les autres, nous puissions avancer parce que nous sommes tous Guadeloupéens. C'est nécessaire d'avancer sur les sujets. J'ai envie de vous dire que ce n'est pas un poste de tout repos que vous avez pris. Alors oui, certains ont dit, et c'est pour cette raison, ceux-là même aujourd'hui qui parlent, c'est parce qu'ils savaient qu'il fallait avant la fin de l'année, près de 9 ou 10 millions. Ils savaient que sur l'année 2022, qu'il fallait près de 50 millions. Ils le savent. Et c'est la raison pour laquelle ceux-là, ils vont vous dire que c'est un cran d'eau empoisonné. Aujourd'hui, nous sommes là pour porter une réponse à la Guadeloupe. La gestion de l'eau a été à un moment donné une affaire politique. Les personnes faisaient de la politique sur l'eau. Aujourd'hui, l'équipe qui gouverne au niveau du syndicat mixte, nous sommes des élus bénévoles. Ça veut dire que ces élus ne sont pas venus ni pour se faire des sous. Nous savons qu'il y a une problématique, il faut qu'elle soit réglée et elle le sera aussi avec notre commission de surveillance. La commission de surveillance, ce que j'attends de cette commission, c'est qu'elle puisse prendre sa place pour nous aider dans le cadre des projets d'investissement, que nous puissions veiller à ce qu'il y ait un équilibrage du territoire et que toutes les zones de la Guadeloupe soient concernées par ces investissements. Un petit mot sur votre commune quand même, vous êtes maire de Trois-Rivières. J'ai vu sortir un document que vous avez dû voir sur les réseaux, beaucoup de critiques. Comment vous analysez ça, venant d'un ancien maire? C'est-à-dire vous avez vu sortir un document, c'est-à-dire? C'est M. Dorville, je crois qu'il a sorti quelque chose récemment. On ne peut pas être et avoir arrêté. Aujourd'hui, la Guadeloupe se construit avec les hommes qui sont là. Et c'est vrai que quelquefois, il peut y avoir des frustrations. Il peut y avoir quelquefois des embêtements parce que, oui, ceux-là même qui, à un moment donné, étaient aux affaires, auraient dû porter des réponses ou s'ils l'ont porté. Nous leur disons merci. Nous disons simplement qu'une autre génération est là en Guadeloupe. Elle doit travailler. Laissez-nous travailler sereinement. Si vous aimez si tant votre Guadeloupe, faites-nous des propositions parce que la population souffre. Nous ne sommes pas là pour pouvoir nous envoyer des critiques et nous mettre des pots de banane. Donc, à ceux qui sont en action, nous leur disons, soyons ensemble pour cette Guadeloupe. Et à ceux qui l'ont été, nous leur disons merci pour ce qu'ils ont fait et laissez-nous travailler. Monsieur Francis Geoffroy, merci d'être venu porter ces quelques précisions. Nous, à l'occasion de vous recevoir, mais peut-être pour parler de Trois-Rivières, puisqu'il faut quand même dire des petits mots sur votre commune. Il est 12h52. Dans un instant, on va recevoir, après la première pause, monsieur Ludovic Cancel. Avec lui, on va parler des entreprises guadeloupéennes qui ont subi des dommages pendant la crise sociale qui est loin d'être terminée, puisque je vous l'ai dit, la réunion qui était prévue aujourd'hui ne s'est pas déroulée. On va y revenir dans un instant. Il est 12h52. À tout de suite.
Voilà, il est exactement 13h. Je vous l'ai dit, on va recevoir monsieur Ludovic Cancel. Bonjour, rebonjour. Oui. Et entre-temps, madame Pont-Rémy, Lydie Pont-Rémy est arrivée. Elle va parler de la retraite, les droits de la retraite. C'est important. Pour les gens de ma génération, en tout cas, on y pense déjà. Mais avant, on revient à l'actualité. L'actualité, c'est la fin des négociations, point d'interrogation. En tout cas, l'absence du préfet et de l'État. De toute façon, c'était prévisible. Quand on voit tous les échanges qui ont eu lieu depuis quelques jours, on savait très bien que l'État en Guadeloupe ne se manifesterait pas. Ce qui n'est pas le cas de la Martinique. On se demande la question qui se pose, quel jeu joue l'État en ce moment? On regarde le reportage de Maxime Morel. Là, l'État pas là par rapport à les déprêts qui mettent à l'ordre du jour et qui c'est exigence à d'autres. Parce que même si nous faisons tout par là, nous faisons tout bien, mais nous savons en réalité, clé à habiter là ça, je dis jour, par rapport aux obligations vaccinales, à part nous, et l'équipe répond. Donc c'est pourquoi les conditions pas réunies pour nous rester à la négociation là. Nous d'autres points peut-être qui concernent nous qui interviennent ici, nous qui faisons des propositions et nous qui voyons qui gens nous qui dialoguer. Mais là, nous ne pouvons pas réunir. Mais par contre, songez quand même qu'à dans la première partie à discussion, à l'espace régional du Récé. Parce que l'association des maires n'a pas signé le document là. Non mais... Il n'a pas signé. Nous avons manifesté notre volonté de se rencontrer, de dialoguer. Nous avons un courrier encore ce matin où le syndicat exige la présence de l'État pour ces différentes questions. Comment voulez-vous que nous puissions donner une réponse sur l'obligation vaccinale? Ce n'est pas une histoire de s'imposer par rapport au collectif ou pas, mais c'est qu'il faut que les conditions soient créées pour que chacun soit en mesure de prendre ses responsabilités. Nous prenons nos responsabilités. C'est nous qui avons pris l'engagement de dire, quel que soit, qu'il n'y a pas de préalable, qu'il n'y a pas de préambule et que nous sommes prêts à négocier. Nous sommes là depuis 10h du matin pour pouvoir négocier. Mais le collectif a toujours mis en avant qu'il fallait que l'État soit présent pour ces deux questions. Et tous les Guadeloupéens peuvent comprendre que l'obligation vaccinale, nous ne peut pas le faire. Ils ont été missionnés par l'État. Ils ont été missionnés par l'État pour voir qu'ils n'ont pas tué une négociation là. Et donc, ils ont fait une espèce de micmac. Ça a été lamentable, médiocre. Et je crois que le si peu d'estime que tu as arrêté en faveur des élus guadeloupéens, ils ne peuvent dire jamais. Non, c'est des individus médiocres, irresponsables, qui n'ont pas de respect pour la population et que je dis là, qui préféraient laisser des milliers de travailleurs qui travaillent sans travail et qui ont caché derrière une hypothétique raison d'État, compétence d'État. Non, ça vraiment lamentable, médiocre. Je ne suis pas surpris. Ceux qui cherchent à nous décourager, nous sommes rompus, nous, dirigeants, on s'attend à tout. Mais les autres qui ne sont pas encore rompus à ce genre de situation, eh bien, sont un peu désabusés peut-être, mais on va reprendre, on va donc impulser le mouvement. On n'a pas le choix. De toute façon, nous avons fait ça, nous n'y avons fait. Donc, c'est qui renforcer les piquets de grève, renforcer les mobilisations et appeler à la mobilisation de masse et puis avec tout ça que ça peut entraîner comme perturbation. C'est ça nous qui fait, c'est ça nous ça fait, c'est ça nous qui fait. Visiblement, les choses sont loin d'être calmes en ce moment et on avait prévu dimanche dernier sur les ondes d'une radio concurrente, la représentante de l'UGTG avait dit si les négociations échouaient, il y aurait une 4e vague. Je ne sais pas si c'est un Covid, mais enfin en tout cas, ça est peut-être chaud. En tout cas, on va quitter ce domaine, pas vraiment, puisque c'est toujours par rapport à cette crise que M. Ludovic Cancel est avec nous. Alors, l'assistance des entreprises qui ont subi des détériorations matérielles suite au mouvement social. Alors, beaucoup d'entreprises, vous avez dit combien? 84 entreprises, c'est ça? 94 entreprises ont eu des dégâts, des pertes matérielles. Et que fait, dans ce cas-là, la CCI de la Guadeloupe, CCIG? Alors, la CCI est dans son rôle. La CCI, la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe que je représente aujourd'hui, comme toutes les CCI, sert d'interface entre les entreprises, en particulier celles qui œuvrent dans le domaine du commerce, des industries, de l'industrie et des prestations de services. Donc l'interface entre ces entreprises et le monde administratif et institutionnel. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, le président Patrick Vial-Collet a mobilisé une équipe, comme c'était déjà le cas dès la première vague de Covid, afin d'être au plus près des entreprises qui ont été touchées, sinistrées matériellement
pendant ces nuits où il y avait une situation, on va dire, très dégradée au niveau de la sécurité. Donc, dans un premier temps, l'équipe s'est concentrée sur comment dirais-je, l'identification des entreprises qui sont touchées. Pour cela, on a mis en place un système comme on sait le faire au plus près des entreprises avec une collecte d'informations multimodales. Oui. À savoir qu'on est passé par les réseaux sociaux, par les unions de commerçants également. Mais vous êtes d'une manière générale, M. Cancel, Oui. il s'agit de l'appui aux entreprises. Oui. Alors, en allant sur le terrain, qu'est-ce que vous avez constaté réellement? Alors, justement, on n'était pas tout de suite projeté sur le terrain, puisque Oui. rappelez-vous, les nuits agitées correspondaient également à une période où il y avait des barrages. Oui. Donc, on a fait les remontées d'informations avec les moyens modernes qu'on a Oui, maintenant. bien sûr. On a créé Google Form, on appelle ça. Enfin bon, Oui. une remontée d'informations par Internet en remplissant un formulaire de façon très rapide qui est passé par WhatsApp. Les remontées terrain par rapport à nos unions commerciales, les unions commerçantes, en fait des associations de commerçants, Oui. et puis également notre connaissance du terrain, puisque les chefs d'entreprise, c'est notre public, et puis la symbiose qu'il y a aussi entre les permanents et les chefs d'entreprise qui nous dirigent. Alors, j'ai envie de vous dire qu'on a beaucoup parlé de Pointe-à-Pitre. Oui. Il y a eu un nombre important de dégâts à Pointe-à-Pitre, mais pas que. À Non, Pointe-à-Pitre. pas que. C'est vrai que Pointe-à-Pitre a été très touché, pardon. On dénombre une vingtaine d'entreprises qui ont été dégradées à Pointe-à-Pitre. Il y a Cap Excellence, donc malheureusement, c'est là où il y a le plus d'entreprises qui ont été impactées matériellement. Ensuite, nous avons le Nord Basse-Terre et ensuite le Nord Grande-Terre également, la Carle aussi. Alors, vous savez qu'en ce moment, probablement, il y a des gens au chômage qui vous regardent, Oui. des chefs d'entreprise dont l'entreprise n'existe pas. Quelle information que vous pouvez leur porter déjà? Alors, l'information qu'on peut leur porter, déjà premièrement, c'est que la CCI est à leur côté. Oui. Malheureusement, effectivement, la CCI ne finance pas, n'a pas d'aide financière à apporter Il aux n'y a pas chefs de trésorerie d'entreprise. à donner aux entreprises, Non, pas d'aide. non seulement, Oui. en fait, elle n'a même pas le droit, réglementairement parlant, d'aider Oui. directement les entreprises. D'accord. Par contre, nous continuons à remplir notre rôle, nous sommes aiguillons. Nous représentons, nous sommes aiguillons, nous conseillons les chefs d'entreprise qui ont été touchés, par exemple en les appelant à faire appel à un expert d'assuré, les démarches à faire suite aux différentes dégradations. Vous les aidez dans ce domaine-là? Absolument. À ce niveau-là? Alors, mon entreprise a été complètement brûlée, détruite. Je fais quoi? Je n'ai même pas de quoi, j'ai même pas un stylo pour pouvoir répondre, ou un ordinateur pour pouvoir vous envoyer un mail. Alors, la première chose, déclaration de sinistre au niveau dépôt de plainte. Oui. Dépôt de plainte, oui. Si votre entreprise a été touchée matériellement, incendie, Quel que soit le niveau. Hein. Quel que soit le niveau, dépôt de plainte. Oui. Ensuite, se rapprocher de son assurance, bien sûr. Sécuriser son local. Oui. Voilà, une gestion bon père de famille, en fait. Oui. Sécuriser son local. Ceux qui en restent. Voilà, s'il y en a encore, malheureusement, c'est arrivé qu'il y a certaines des entreprises qui ont totalement disparu. Qui ont tout perdu. Voilà. Et parfois des entreprises qui sont là depuis plus de 40 ans. Et puis, faire appel aussi à un expert d'assuré, de façon à pouvoir être accompagné dans ses relations avec son assurance. Oui. Alors, globalement, après cette évaluation, il y a un niveau de dégâts qu'on peut dire à peu près, globalement, sur 94 entreprises qui ont été touchées. Alors, de manière exacte, non, pas encore. On ne peut pas faire d'estimation. Non, voilà. C'est pour ça que, oui, enfin, on a une première... On n'a pas de chiffres encore très exacts. C'est pour cela que, suite à une réunion qu'on a eue, que le président Patrick Vial-Collet a tenue samedi soir dernier avec les entreprises qui ont été touchées, le président a souhaité qu'on fasse une campagne de rappel
de ces 94 entreprises touchées, de façon à pouvoir faire le point avec eux sur les démarches qui ont été entreprises et puis le montant également. Parce que vous savez, pendant cette période compliquée, souvent on appelait les chefs d'entreprise dès le lendemain, dès le lendemain matin du sinistre. Oui. Il n'y en a pas beaucoup qui, quelques heures après le sinistre, étaient en mesure de nous dire très précisément combien ils ont perdu, etc. Voilà. Donc c'est pour cela qu'on les a accompagnés jusqu'à aujourd'hui. Et puis maintenant, on rentre dans une deuxième phase, on va les rappeler. Oui. De façon à avoir le niveau de prise en compte des assurances quand elles sont assurées. Heureusement, il y en a quand même pas mal qui sont assurées, pour affiner le montant des pertes et puis surtout faire le point au niveau des démarches d'assurance. Et s'il y a des blocages, de nouveau, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, la CCI fera son rôle d'interface entre les assureurs et les entreprises. Alors, ces aides viendront d'où? D'où viendraient-elles? De la région, du département ou de l'État? Alors, si la CCI elle-même n'a pas de trésorerie à dépenser, à envoyer vers les entreprises, qui va payer? L'assurance, d'accord? Premier niveau, comme vous dites, les assurances. Oui. D'accord. Maintenant, les discussions sont en cours. D'accord. Puisque le rôle de la CCI, comme je vous disais, c'est de faire l'interface. Oui. Donc, nous avons déjà commencé à restituer l'ensemble des entreprises qui ont été touchées aux différents organismes, par exemple certains EPCI, au niveau de la préfecture aussi, au niveau de l'URSSAF. D'accord. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'obligation d'aide. Maintenant, la CCI, le président Vial-Collet, assume son rôle de politique, c'est ce qu'on constate, et c'est très bien, et il va frapper à la porte des différentes institutions, des différents organismes qui pourraient, eux, aider. Voilà. On n'a pas encore de réponse pour le moment, c'est le dernier point qu'on a fait encore hier en réunion, on n'a pas encore de réponse des différents organismes. Alors j'imagine, c'est l'avant-dernière question, que pour l'entreprise non assurée, ça va être encore plus compliqué. Absolument. Ça va être encore plus compliqué et elles bénéficient d'une attention particulière du président et de l'ensemble des autres élus de la CCI, puisqu'elles sont encore plus fragilisées, vous en doutez pas. Alors j'ai eu l'occasion de recevoir ici même le président Vial-Collet qui parlait de la situation de crise normale, entre guillemets, je veux dire, hors dégâts matériels. Je vous pose la question, est-ce qu'en dehors de cette période de crise, il y a d'autres accompagnements qui sont prévus, qui demeurent pour les entreprises guadeloupéennes? Bien sûr. Il y a d'autres accompagnements de prévus. Nous avons une convention de partenariat, par exemple, avec les avocats. Oui. Une entreprise qui a besoin d'avoir un conseil juridique peut nous contacter, on organise un rendez-vous avec un conseil. Nous avons également, par exemple, une sorte de kit de survie, entre guillemets, suite à un sinistre. Voilà, on envoie aux entreprises qui le demandent des courriers types à adresser aux différents organismes pour avertir. Nous avons également, quand il s'agit d'entrepreneuriat, des produits qui fonctionnent déjà. C'est-à-dire que le prêt-à-porter, ça va être le mercredi de la création d'entreprise. Tous les mercredis, on a une réunion avec les collègues de l'entrepreneuriat qui assurent cette prestation. Et puis, on a les 5 jours pour entreprendre aussi. Après, en ce qui concerne nous avons aussi, par exemple, une assistance psychologique pour les chefs d'entreprise qui subissent des difficultés, parce qu'on n'en parle pas. Le chef d'entreprise, il y a un traumatisme. On n'en parle pas souvent. Le chef d'entreprise, souvent, il est seul face à ses responsabilités, seul à assumer les salaires à assurer, les difficultés. Voilà. Et puis, nous avons également toujours en fonction le CIP, le Centre d'information et de prévention des entreprises en difficulté, où autour du chef d'entreprise, nous réunissons un avocat, un expert comptable, un conseiller technique de la CCI, de façon à orienter le chef d'entreprise qui est en difficulté pour savoir
quelle solution qu'il peut mettre en place pour sauvegarder son outil de travail. Juste un dernier mot. Souvent, je pose la question parce que Mme Pont-Rémy est là. Il y a aussi le lien avec la CGSS, j'imagine, et avec l'URSSAF. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Comme je le disais, la CCI fait le lien entre l'entreprise et tout le microcosme qui tourne autour de l'entreprise. Et Madame est de la Sécurité sociale. On est régulièrement en contact avec ses collègues. Peut-être pas encore elle. Ça viendra. Non, il n'est pas. Oui, mais le chef d'entreprise a besoin d'être aussi accompagné lorsqu'il prend sa retraite. Tout à fait. Donc voilà, avec la Sécurité sociale, mais aussi avec la DGFIP, avec l'URSSAF, bien sûr, tous les partenaires de l'entreprise, les banques aussi, les experts comptables, voilà. J'ai envie de vous dire que vous avez du travail. On ne va pas se cacher, oui, il y en a. Mais en même temps, on est payé pour ça et puis on a le souci de bien faire. L'équipe du président Vial Koulé est en place. Et puis on a aussi l'administration sous l'égide du directeur général, M. Baboulal, qui est très mobilisé. Si quelqu'un a pris en cours une dernière question, un numéro de téléphone où on peut vous joindre, M. Cancel? Alors, pas moi directement, ça sera l'équipe qui va répondre. On a ouvert depuis la première crise Covid un numéro vert, 0800... 111 971, pardon. Voilà. Ensuite, plusieurs adresses internet, mail, contact@guadeloupe.cci.fr. Concernant le pôle auquel j'appartiens, ça va être territoire au pluriel, @guadeloupe.cci.fr. Et puis. Plus simple, territoire au pluriel, @Guadeloupe. Voilà. Et on a une dernière adresse également, entreprise-coronavirus, @guadeloupe.cci.fr. Donc, vous pouvez nous joindre à toutes ces adresses, plus le numéro vert. Il y aura toujours une réponse. Alors, je rappelle le numéro vert quand même, 0800 111 971. Voilà. Merci, M. Cancel, pour ces renseignements. J'espère que les chefs d'entreprise qui étaient à l'écoute, qui ont entendu, de toute manière, ils peuvent revoir cette émission sur le Facebook du ZCL ou de Canal 10 et reprendre des informations. Mais on ne va pas quitter le domaine de l'entreprise, mais enfin, c'est un autre aspect. C'est la pension de reversion, c'est ça? Tout Madame à fait. Pension de réversion. Pont-Rémy, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, Merci moi, beaucoup. je ne sais pas ce que c'est que la pension de réversion. Alors, en fait, la pension de réversion, c'est une partie de la retraite que peut bénéficier un assuré qui est décédé. Donc, en fait, c'est une partie qui va être reversée à son conjoint survivant. Il faut savoir que la pension de réversion est payée sous certaines conditions au conjoint survivant ou à son ou ses ex-conjoints. Ah bon? Oui. Même aux ex-conjoints? Oui. Ah, et ça fait grand débat, d'accord? J'imagine. Oui. Donc, en fait... Mais à ce moment-là, c'est divisé, alors? Exactement. C'est partagé au prorata du temps de mariage. Donc, vous vous êtes marié avec Madame A, vous avez divorcé, vous êtes resté 5 ans, et bien Madame A aura les 5 ans. D'accord. Et votre dernière épouse, elle a fini sa vie avec vous. Et ben, elle doit le reste. Exactement. Donc, c'est partagé au prorata des années de mariage. Ça fait grand débat, oui. Mais c'est comme ça. C'est la loi. Quelles sont les conditions d'attribution de cette retraite de conversion? Alors, pour avoir droit à cette retraite, dans un premier temps, vous devez avoir été marié avec la personne qui est décédée. D'accord. Mais il faut savoir que le concubinage ou le PACS n'ouvre pas droit à la pension de réversion. D'accord. Bon, ça, c'est la première des conditions. La deuxième condition, vous devez être âgé d'au moins 55 ans. Au décès? Non, celui qui décède ou celui qui reçoit? Celui qui reçoit. Oui. Celui qui reçoit, le demandeur doit avoir au moins 55 ans. Avant 55 ans, nous avons l'allocation veuvage qui est payée sur 2 années. Par contre, si votre conjoint est décédé avant 2008, à ce moment-là, la législation, au niveau de l'âge, c'était 51 ans. D'accord. Ça, c'est la deuxième condition. Mais il faut savoir aussi que nous avons une condition de ressources, ce qui est normal. Là où les retraites complémentaires, il n'y a pas de ressources, chez nous, à la CGSS, nous avons des conditions de ressources. Alors, il faut savoir qu'au 1er janvier 2021, pour une personne seule, donc, quand j'entends personne seule, je parle quelqu'un qui est en concubinage ou en PACS. Oui.
Ah bon, on considère une personne en concubinage comme étant seule? Il n'est pas marié. Non marié, donc. Non marié, oui. D'accord. Oui. Donc, c'est 1776,66 €. Et si vous êtes en couple, c'est 2842,66 €. Mais là où ça va encore fâcher un petit peu, c'est que vous n'êtes pas marié, oui. D'accord, mais on considère que vous êtes en couple. Donc, oui. les ressources de la personne avec qui vous êtes en couple oui. sont prises en compte. Ah bon? Oui. Mais, d'accord. D'accord. Je ne pose pas la question Ne posez pas la... Non, je ne pose pas la question subsidiaire. Ne posez pas la question. Mais effectivement, ça fait grand débat. Oui. Donc, voilà. Donc, il faut savoir que quand vous allez faire votre demande de retraite de réversion, oui. on va prendre en compte les 3 derniers mois de ressources avant le décès. Donc, imaginez que la personne, elle est décédée en avril. Donc, on va prendre les ressources janvier, février, mars. Mais vous avez également un abattement de 30% sur vos ressources. Donc, même si vous avez des ressources élevées, moi je dirais qu'il ne tente rien à rien. Faites quand même votre demande de retraite de réversion. Alors la grosse question qui vient, c'est comment est calculée cette réversion? C'est quel pourcentage de la retraite que la veuve... Ou le veuf. En fait, c'est le veuf, ça va dans les deux sens. Dans les deux sens. Ah bon, d'accord, quand même. Ah non, mais quand même. Madame décède, vous avez droit à la pension de réversion. C'est normal. Okay. Donc, il faut savoir que la pension de réversion représente 54% du montant de la retraite que vous percevez en tant que retraité ou que vous auriez perçu si jamais vous aviez été retraité. Parce que vous pouvez très bien décéder avant d'avoir eu votre retraite de réversion. Votre retraite normale. Normal. Et il faut savoir qu'à cela viennent se rajouter des majorations, type majoration enfant. Si vous avez 3 enfants et plus. Mais si vous avez encore des enfants qui sont à votre charge, vous avez ce qu'on appelle la MFE, la majoration forfaitaire enfant. Jusqu'aux 20 ans de l'enfant, vous avez droit à cette MFE, majoration forfaitaire pour enfant. Mais si au-delà des 20 ans, votre enfant est en situation de handicap, on peut également vous donner droit à la MFE. Par contre, il faut savoir que quand votre mari a moins de 60 trimestres d'assurance, parce que vous savez, pour avoir droit à la retraite, vous devez avoir un certain nombre, je parle de retraite, je parle de retraite personnelle. Vous devez avoir un certain nombre de trimestres. Donc, si vous avez moins de 60 trimestres, enfin le décédé a moins de 60 trimestres, à ce moment-là, il y a un seuil minimum auquel vous aurez droit. D'accord. Autre question, alors, la personne qui vous écoute, qui vient d'être veuve ou veuf, quelle démarche auprès de la CGSS? Surtout, il faut savoir que la pension de réversion n'est pas faite de manière automatique. Vous avez effectivement des personnes qui perdent leur conjoint ou leur conjointe et ils se disent « Ah ouais, la sécurité sociale, yoké crier moins ou yoké... » Voilà. D'accord? Non, pas du tout. Ce n'est pas automatique. C'est comme la retraite. Ce n'est pas automatique. D'accord? Vous devez faire la demande. Aujourd'hui, de plus en plus, depuis 2 ans, nous sommes dans une situation critique. Nous sommes dans une crise sanitaire où les gens ne peuvent pas se déplacer. Nous invitons vraiment les gens à aller sur le site l'assurance-retraite.fr de manière à faire leur demande en dématérialisé. D'accord? Quand vous faites votre demande en dématérialisé, sous 48 heures, normalement, vous avez un accusé de réception. Donc, vous allez faire votre demande de retraite à la dernière caisse où le décédé a cotisé. Donc, s'il a cotisé en Guadeloupe, ça sera en Guadeloupe. Si c'est à la Martinique, ça sera à la Martinique. Il faut savoir également que vous aurez droit à une retraite de réversion au régime de base. Ce qu'on appelle régime de base, c'est le régime général de la sécurité sociale, le régime agricole. D'accord? Mais vous avez droit également à une retraite complémentaire qu'il faut faire au niveau de la RGIC ARCO. Pareil, pareil, nous, on ne va pas dans... En fait, chacun gère sa partie. Vous devez absolument aller vers les retraites complémentaires pour faire vos demandes. Alors, j'allais vous poser une question un petit peu particulière, mais c'est un cas que je connais. Une femme qui a été veuve 2 fois. Est-ce qu'elle touche 2 retraites de réversion? Tout à fait. Ah bon? Jusqu'à son décès. D'accord. Oui. Elle a été mariée avec Monsieur Franck. Et le Monsieur Franck est décédé. Oui. Elle se remarie. Elle se remarie. Oui. Elle aura droit aux 2 pensions de réversion. Mais comme le monsieur, si il est marié 2 fois et que les 2 épouses décèdent, voilà. Mais il ne faut jamais oublier, c'est ce que j'aimerais dire à vos téléspectateurs,
que la pension de réversion est soumise à condition de ressources. Oui. N'essayons pas de se comparer à autrui. Ah ouais, mais on a souvent ça. Hein. Ah ouais, mais on ne pas comprendre. Voisine, moi, Marie est mort et il a touché retraite et moi, on n'a pas touché. Oui, d'accord, mais tu ne connais pas la situation du voisin. Peut-être que ses revenus étaient inférieurs aux vôtres. Donc, voilà. Et quand on perçoit la retraite, la réversion, est-ce qu'on a, en prenant sa retraite, on continue à la percevoir? Tout à fait. Ah, tout à fait. Oui. Tout à fait. La seule chose, c'est que soumis à condition de ressources, donc si vous faites valoir vos droits à une retraite personnelle, bien évidemment, cette retraite personnelle va rentrer dans les ressources de votre pension de réversion. D'accord. Et pour avoir une majoration, qu'est-ce qu'il faut faire? Si majoration il y a. Alors, vous parlez de majoration... De la réversion. De la réversion. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez la majoration enfant, vous avez la majoration forfaitaire enfant, mais vous avez aussi ce qu'on appelle les ANC, les allocations non contributives. C'est-à-dire que vous ne payez pas pour avoir droit à cette allocation. Mais si vous avez une pension de réversion qui est minime, vous avez droit à l'ASPA, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui, elle aussi... Il faut faire une demande pour ça. Exactement. Qui, elle aussi, est soumise à condition de ressources. D'accord. Et pourquoi on contrôle les ressources alors, on va contrôler les ressources, bien évidemment, parce que vos ressources peuvent changer dans votre vie. Les ressources changent. Vous êtes remarié à quelqu'un qui est milliardaire. Vous imaginez bien, Monsieur Zandronis, que si je me remarie avec quelqu'un qui est milliardaire et que je perçois une pension de réversion et que cette personne a plein d'argent, eh bien évidemment, ces ressources vont entrer dans la pension de réversion. Mais il faut savoir aussi que si vous avez des biens mobiliers, des biens immobiliers, donc vous avez des livrets A, vous avez des comptes sur livret, vous avez un terrain à Marie-Galante, par exemple. Enfin, je dis ça parce que ce matin, je traitais un dossier que la dame a un terrain à Marie-Galante et que c'est une pension de réversion. Vous avez aussi, par exemple, vous avez un bâtiment. D'accord, vous avez un bâtiment. Nous n'allons pas prendre les locations. Mais nous allons prendre la valeur du bâtiment. Exactement. Donc tout ça rentre dans les ressources. Et la CGSS veille au grain. Ben, écoutez, nous sommes là pour gérer les deniers publics. N'est-ce pas? En tout cas, c'est très clair. Merci en tout cas de votre intervention sur cette pension de réversion. Est-ce que je peux juste te dire un petit mot? Oui, bien sûr. Alors, même deux. Donc, moi, j'invite vraiment tous les habitants de la Guadeloupe, les futurs retraités, ou même si on n'est pas retraité. La retraite, il faut savoir que ça se prépare. Là, nous parlons de la pension de réversion. Dans cette période difficile, où effectivement, nous avons perdu quand même pas mal d'amis, de parents, beaucoup de gens. Cette situation, effectivement, et voilà. Rapprochez-vous du site l'assurance-retraite.fr, tout collé, tout en minuscule. Oui, et il faut même, je crois, créer son... Alors, vous créez votre espace. Son espace personnel. Vous créez votre espace personnel. Et effectivement, aujourd'hui, il faut se dire qu'on va entrer dans l'ère du numérique, dans l'ère du digital. Donc, il faut absolument s'intéresser à cela, parce que dans les années à venir, tout sera dématérialisé. Et on se rend compte aujourd'hui que même, parce que nous, on reçoit nos instructions de la Caisse nationale, qui reçoit ces instructions du ministère, et aujourd'hui, de plus en plus, on est dans un système de digitalisation, de dématérialisation. Donc, c'est vrai que, moi, je vois mon père, des fois, il me dit, ah ouais, mais on pas connaître et tout, mais bon, on a quand même tous quelqu'un qui peut éventuellement nous aider à faire les démarches. Mais la CGSS aussi aide aussi. La CGSS aide aussi parce que nous avons les rendez-vous de la retraite, d'accord. Nous avons fait quand même pas mal de séminaires sur Facebook pour justement inciter les gens à aller visiter notre site. Vous pouvez déjà, on parle de la réversion, mais je vais vous parler de la retraite normale. Vous pouvez faire une simulation, vous pouvez mettre à jour votre carrière, vous pouvez faire un certain nombre de choses et vous pouvez déjà vous renseigner pour que demain, quand vous serez dans le cas, que vous ne soyez pas pris au dépourvu. Merci en tout cas de le dire. Votre collègue le disait l'autre jour, même qu'on a l'âge de M. Cancel, on peut déjà penser à sa retraite. Tout à fait. Voilà. 13h29, on prend la deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure avec Barbara pour sa chronique à la rencontre de soi, le pardon avec le plaisir, et puis aussi développer l'information. À tout de suite.
12h36 dans le ZCL News, on va recevoir Barbara Montpierre. Bonjour, qu'on retrouve avec plaisir. Bonjour Dany, bonjour à tous. Ce sera à la rencontre de soir. Et on va parler de sources de plaisir. Mais avant, on va revenir à l'actualité. L'actualité, c'était suite à la crise qui s'est déroulée les semaines dernières en Guadeloupe. Il y a eu un vol qui s'est fait à la douane. Et à la douane, il y a eu des armes qui ont été dérobées. Mais aussi, il y a aussi cette grève de la faim d'un Guadeloupéen qui se plaint de la façon dont il a été traité lors d'une opération. D'abord la douane et puis on revient sur la grève de la faim. Effectivement, la section recherche a été saisie des faits concernant les exactions, le pillage et le vol commis dans les locaux des douanes et de la gendarmerie maritime de Pointe-à-Pitre dans la soirée du 19 novembre 2021, où des individus profitant du chaos engendré par des violences urbaines ont pénétré par force, puisqu'ils ont volé un chariot élévateur pour défoncer le portail, ont pénétré dans l'enceinte de ces locaux pour, dans un premier temps, incendier le véhicule des douanes, puis ensuite pénétrer dans les locaux et y dérober des coffres dans lesquels se trouvaient des armes. Effectivement, cette enquête a duré 3 semaines, 3 semaines avec beaucoup d'investigations qui ont été menées par les moyens locaux, mais également par les moyens nationaux, puisque des éléments de police technique et scientifique ont été adressés à l'IRCGN, donc à Pontoise, et qui nous ont permis d'obtenir des éléments matériels de nature à confondre les individus qui sont actuellement dans nos locaux. Pour l'instant, ces personnes ne sont pas jugées, elles ont été interpellées dans le cadre de ce qu'on appelle une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction, c'est-à-dire que après les faits a été ouverte une information judiciaire confiée à un juge d'instruction, et donc l'enquête de ce juge a permis l'identification de 4 des personnes, en réalité 6, puisque 2 personnes sont encore en garde à vue, et les 4 personnes qui ont été présentées aujourd'hui au juge sont en cours de présentation, et des réquisitions de placement en détention ont été prises. Donc leur sort ce soir, si les réquisitions sont suivies, c'est celui de dormir en maison d'arrêt. De recueillir un certain nombre d'éléments qui nous ont permis de réaliser une opération judiciaire d'ampleur le 9 décembre dernier, où au cours de cette opération, 4 individus ont été interpellés, puis 2 autres dans les jours qui ont suivi, notamment dimanche dernier, et pas plus tard que ce midi, un autre individu a été interpellé. Donc actuellement, il y a 4 personnes qui ont été présentées au magistrat instructeur, présentation qui est actuellement en cours dans le cadre des faits que je viens d'évoquer, et 2 autres qui sont encore en garde à vue au sein de nos locaux et qui vont probablement être présentés au même magistrat dans les jours qui viennent. J'insiste beaucoup là-dessus. On a beaucoup parlé de ces mouvements de jeunes, de protestation, de colère, etc. Le contexte de cette affaire, c'est celui de la délinquance. C'est celui de la délinquance organisée, c'est celui d'une délinquance de haut niveau. Et l'idée, l'objectif de ces gens, de ces individus, était vraiment de s'attaquer au bureau des douanes où ils savaient manifestement que des armes pouvaient s'y trouver. Voilà, donc les âges de ces personnes, c'est assez variable. Le plus âgé à 47 ans, un autre à 27 ans. Les 2 plus âgés, donc ces deux personnes sont des individus très connus, récidivistes, qui, encore une fois, sont des délinquants chevronnés. Et les 2 plus jeunes, dont un mineur, sont moins connus, même n'ont pas de casier judiciaire, mais je tiens vraiment à dire qu'ils ne sont pas là par hasard. Ils n'ont pas été présentés au juge d'instruction parce qu'ils passaient par là. Ils ont été présentés au juge d'instruction parce que nous disposons d'éléments qui font apparaître qu'ils sont effectivement rentrés dans ce bureau des douanes ce soir-là et qu'ils se sont effectivement emparés d'un certain nombre de choses. Voilà, on revient vers Oudi René qui est en grève de la faim depuis ce matin pour des raisons particulières suite à une opération médicale mal gérée. Il a tenu à protester en faisant cette grève de la faim devant la TGI pour obtenir des réparations. On regarde ce qu'il dit. Ma grève de la faim, elle est simple. En 2019, je me suis fait opérer à la clinique Les Eaux Claires par un urologue. Cet urologue, du jour au lendemain, fera une intervention sans faire d'analyse, sans faire de diagnostic, rien du tout, je dis bien rien du tout, sans voir aussi de pré-anesthésiste. 48 heures après, malheureusement, j'échoue aux urgences à l'hôpital. Mais je prendrai un avocat
Et avec cet avocat, on portera l'affaire en 2019. Quelque chose de simple. Et là, je m'adresse aux gens qui nous regardent sur Canal 10. Comment un médecin peut opérer quelqu'un sans lui faire un diagnostic? Comment un médecin urologue peut opérer quelqu'un en disant que son PSA est normal et son ECBU est stérile sans examen au préalable? Quelles sont les preuves et les allégations de ce qu'il avance? Comment un anesthésiste au bloc me facture et il n'est pas au bloc? Comment un pré-anesthésiste qui est au bloc me facture une consultation de pré-anesthésiste au bloc? Eh bien, c'est tout ce que je dénonce. Et malheureusement, je dirais que le pré-anesthésiste, je ne l'ai pas vu. L'anesthésiste, je ne l'ai pas vu. On ne peut pas opérer quelqu'un du jour au lendemain. Je dis bien, on m'opère le 19-03. Non, je vais en consultation un médecin le 19-03. Le 20-03 2019, je suis opéré. Personnellement, je ne sais même pas de quoi je suis opéré. Et cerise sur le gâteau, on va nommer un expert judiciaire par le parquet. Et cet expert va conclure à un bien médical que l'intervention s'est passée dans les règles de l'art. Je demande à l'urologue, jusqu'à la date d'aujourd'hui, de quoi il m'a opéré sans diagnostic. Il n'est pas fichu de me dire. Voilà pourquoi mon combat, il est là. Je n'ai pas de souci personnellement avec la justice, mais ce sont eux, les médecins qui sont juste en avant, qui soutiennent leur confrérie, qui font ce travail pour détruire quelqu'un. Déjà, on a failli de me tuer aux eaux claires. Maintenant, c'est le médecin expert qui veut me tuer et qui veut s'appuyer sur la justice pour défendre sa confrérie. Je dis non. Je dis halte à cela et j'irai jusqu'au bout de ma grève de la faim pour qu'on puisse reconnaître que ce qu'ils ont fait ne se fait pas même dans les pays du tiers-monde. Je demande pure et simplement la suspension des 3 médecins. Les 3 médecins, l'urologue et les 2 anesthésistes. Je ne veux pas d'argent, ça ne m'intéresse pas. 10h43, on va suivre cette affaire. Bonjour Barbara, on retrouve avec plaisir à la rencontre de soi. Générique, c'est parti. Alors Barbara, bonjour. Alors je ne savais pas que le pardon pouvait être source de plaisir. Tout à fait, Danick. Bon, déjà, je suis ravie de te retrouver, de vous retrouver, chers téléspectateurs, après un long moment. Hein, ah ben oui, ça fait un moment. Voilà, il y a eu pas mal d'imprévus auxquels nous faisons. Prise dans les barrages, comme on dit. entre autres, hein, sans commentaire, mais c'est vrai, voilà, la vie est faite d'imprévus. Oui. Et justement, j'espère que toi, Danick, et aussi vous avez pris le temps, malgré tout, de trouver des leviers de plaisir, essayer de positiver, prendre soin de vous. Tous les gens qui sont nés en décembre. N'est-ce pas? Bientôt, toi déjà passé, et puis moi à venir. Oui, ça vient. Mais on y pense. Mais je te remercie. Donc c'est vrai que le contexte est compliqué. Bon, ça on ne cesse de le dire. On a parlé de la Covid, après Covid, voilà, les tensions qu'il y a. Et c'est vrai que ça dénature nos relations avec nous-mêmes. Oui, c'est vrai. Par soi. Et avec les autres, n'en parlons pas. Hein. Alors, on a besoin de gens comme toi pour donner un souffle nouveau. Oui, comme moi, il y en a plein d'autres, hein, n'est-ce pas? Voilà, en parlant de souffle, est-ce que tu te souviens des 4 R? Ah là là, ça y est, on va faire avoir. Alors, réactivité. Avant de réagir. Réfléchir. Relax, oui. Voilà. Après, on se relaxe. Oui. Donc, qui dit se relaxer, essayer de trouver un endroit justement où on va pouvoir se couper pendant quelques fractions de secondes. Ou si on n'a pas un endroit, mais au moins se mettre dans une position qui soit agréable. Tout à fait. Respiration. Oui, respiration. Pour se permettre justement d'avoir ce temps. Je vais l'apprendre par cœur. En fait, au-delà de l'apprendre par cœur, vraiment mettre en application pour mieux gérer. Relax, respiration. Voilà, donc relax, respiration. Et ensuite, je réfléchis. Je réfléchis, bien sûr. Voilà, je réfléchis et ensuite je réagis. D'accord. Voilà. Les 4 R. Donc les 4 R. Hein, quand on parle de souffle, je pense que c'est d'autant plus valable dans cette période compliquée.
Bon. Alors, bien sûr, en revenant sur le sujet du jour, le pardon par le plaisir, c'est d'ailleurs un sujet un petit peu particulier parce que moi, j'avoue que je ne savais pas que dans le pardon, on pouvait avoir du plaisir. Explication. Eh bien oui, donc on ira un peu plus loin, mais en fait, généralement, il est plus facile, je ne sais pas si tu as remarqué ça, et puis je pense qu'aussi, c'est valable pour tout le monde, il est plus facile de réagir à chaud, et quand on dit à chaud, mais ça ne va pas forcément être de façon positive. Oui. C'est-à-dire qu'on va être, soit on va réagir dans la colère, donc des émotions vont rejaillir, donc colère, tristesse, frustration par rapport aux agressions que nous pourrons avoir de l'extérieur. C'est souvent ça. Et je ne sais pas si tu as remarqué d'ailleurs, c'est vrai que le contexte ne fait qu'amplifier justement ce type d'émotions négatives. Bien sûr. Enfin, si on peut dire négatives, toutes les émotions se gèrent, mais des émotions qui auront des répercussions négatives sur le corps en tout cas. Et c'est vrai que face à cela, nous ne sommes pas nécessairement en mesure de pouvoir réagir, réfléchir dans les meilleures conditions, de façon factuelle. Alors, c'est une réalité, ça, en fait. Oui. Alors, comment on peut expliquer ça aux gens qui nous regardent? C'est-à-dire que, c'est comme je disais, c'est un peu normal. C'est-à-dire que si on se sent agressé, face à une agression, déjà, c'est normal les hormones vont se déclencher, voilà. Les émotions aussi vont ressurgir. Donc, on a bien parlé des 4 R à faire pour mieux gérer la situation sur l'instant. Mais il est vrai que c'est normal, on va avoir une réaction. On va avoir une réaction. Et il est plus facile, comme je disais, de réagir de façon malheureusement négative quand on est justement dans la sphère émotionnelle. L'idée, c'est de se dire que si je m'aime, je vais faire attention justement à comment je réagis. Je vais être attentif à ce que je ressens sur l'instant. Voilà, donc on va déjà commencer par parler de pardon à soi-même. À soi-même, oui, c'est important. Parler de pardon à soi-même. Pardon à soi-même, c'est vraiment un gros sujet. On pourrait faire plusieurs chroniques dessus, puisque c'est vrai que souvent, on est très difficile avec soi-même. Donc on peut souvent être en agression avec son corps, avec ses pensées, on va se remettre en question. Toutes ces choses-là vont générer justement des frustrations, des émotions qui ne vont pas nous pousser vers le haut. Et l'idée, ça va être de se dire, si j'adopte cette pensée-là, si je m'aime suffisamment, je vais être attentif à ce que je ressens ou attentive à ce que je ressens et je vais déjà essayer de prendre un temps pour accepter qui je suis, accepter ce que je peux faire et me dire que je peux aller plus loin. Voilà, ça sera déjà la première phase. Voilà, si on parle de soi. Et ensuite, maintenant, avant d'aller plus loin sur le pardon et le plaisir, j'ai envie juste de revenir sur la définition du pardon. Rapidement. Le pardon, c'est de ne pas tenir rigueur d'une faute. Voilà, on est dans la rémission d'une offense. Donc, ce sont des mots qui sont forts. Tout à fait. Voilà, donc, et j'ai fait la démarche exprès de prendre justement donc, des contraires. Par rapport au pardon, ça va être la rancune, le ressentiment et la vengeance. Quand on lit ces mots-là, je ne sais pas pour toi, Danick, mais on se dit que c'est quand même plus facile, si on regarde à l'être humain, de pouvoir réagir de cette manière-là. C'est vrai. Si je suis offensée, j'aurais envie de réagir à chaud. Tout de suite. En qui montrer ça. Ouais. Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est à accepter, c'est à prendre en considération. Mais c'est de se dire que si je fais l'effort, justement, de prendre ce temps de réflexion, ce temps de silence, pour faire déjà du bien à mon mental, tout simplement, donc en faisant les 4 R, mais aussi en essayant de prendre de la hauteur, une certaine hauteur sur ce qui s'est passé, donc on ne pas réagir à chaud, mais je serai plus amène déjà de prendre soin de moi et avoir un meilleur rapport avec l'autre. D'accord. Et voilà, donc tu vois où je veux en venir. Si aussi je prends des synonymes pour le coup de ne pas retenir d'offense, on sera sur l'excuse, la miséricorde. L'absolution. Oui. Voilà, donc c'est fort comme mot. Quand même, oui. Voilà, et donc du coup, on peut raccrocher à cela le plaisir. Dans quel sens? C'est que c'est générateur de libération. Oui. On va se sentir libéré. Oui, mais alors, ce que je veux comprendre, c'est en quoi c'est une source de plaisir? Alors justement, pourquoi ce serait une source de plaisir? Comme je te disais, la première chose, c'est qu'on ne sera plus en fait physiquement atteint par les émotions qui seront générées par justement le manque de pardon. Le manque de pardon. Donc tout à l'heure, on a parlé de la colère. La colère, tu as entendu parler de l'expression, bien sûr, mais qui fait en congestion. Oui, Mais quand on est en phase justement de faire une congestion, qu'est-ce qui se passe? Ça se passe dans le corps. Oui. On va se dire, même je sens que le sang monte à ma tête. Tout à fait. Je ne suis pas bien. C'est-à-dire que physiquement, je ne suis pas bien. On est d'accord? Donc, si je ne suis pas bien, quand je n'ai pas pardonné parce que j'ai retenu la faute et que j'envisage même, puisque j'ai du ressentiment, de me venger,
ou qui montrer ça. Ouais. Voilà, c'est chaud pour chaud. Hein, voilà. Donc, si on est dans cette dynamique-là, ça ne procure pas de plaisir. Au contraire, ça nous fait du mal. C'est néfaste pour nous. Donc, bien sûr, c'est aussi néfaste pour l'autre. Si je prends ce fameux temps où je m'aime, quand je dis je m'aime, j'insiste dessus, c'est-à-dire que je m'aime. Laisse-moi me faire, je m'aime d'abord. Laisse-moi prendre un temps pour respirer, pour accueillir tout simplement ce que je viens d'entendre. D'accord. Voilà, j'ai vécu la chose comme une agression. Ouais. Au lieu de répondre... Blip, comme ça, on va rester calme. Calme, voilà. Ouais. Ça sera la première chose. Mais pour soi, c'est déjà pour soi. Hein. Oui. Je serai plus en mesure de pouvoir savoir ce qui s'est passé dans mon corps, mais qu'est-ce qui m'a fait réagir comme ça? Voilà. Donc, ce qui va se faire, c'est que je vais pouvoir ne pas prendre la chose de façon personnelle, puisque des fois, on peut avoir une personne qui va parler qui n'a pas l'intention de nous faire du mal. Mais par rapport à l'état dans lequel nous nous trouvons, nous pouvons mal percevoir ce qui nous est dit. Donc, les 4 R, ne pas prendre la chose de façon personnelle, prendre de la hauteur pour analyser de façon factuelle. Quand je dis factuelle, bien voilà, il s'est passé telle chose, on m'a dit telle chose. Et après, je réfléchis. On se met à la place de l'autre. On se met à la place de l'autre aussi, pour savoir quelles étaient les intentions et réellement, qu'est-ce qui est concret, qu'est-ce qu'on a à me reprocher concrètement. D'accord. Voilà, donc ça sera déjà ça qui sera important. Donc tout à l'heure, je disais qu'il ne fallait pas se culpabiliser aussi. Je parlais de culpabilité, ça c'est très important puisque c'est générateur de poison émotionnel. Voilà. Et nous, ce qu'on va chercher à faire pour être bien, c'est d'avoir des vitamines émotionnelles, des vitamines mentales, pour nous faire du bien, pour être positif. Voilà. Quand on arrivera à faire ça et justement on aura repéré les différentes émotions, eh bien on pourra mieux les gérer. Quand on les gère mieux, on se sent mieux puisqu'on se sent libéré. Oui. On se sent à l'aise, c'est-à-dire qu'on peut même de façon plus détachée, je dirais, de façon plus factuelle, on pourra analyser une situation qui se présente. Oui. Et après, la prochaine étape, donc ce n'est pas facile ce que je dis, hein, c'est vrai, mais pourtant, ça sera générateur de plaisir parce que ça va améliorer le rapport avec l'autre, c'est de faire le premier pas. Oui. Vers l'autre. C'est dur, hein? Pas évident. Alors, plusieurs manières de le faire. Ça peut être avant tout de se projeter. On sera sur la visualisation. Est-ce que l'autre est prêt à accepter? Alors, c'est pour ça que dans un premier temps, ce qui va être intéressant, c'est de faire ce qu'on va appeler une forme de visualisation. Ouais. J'ai vécu une situation, voilà, c'est ma tante, elle m'a très mal parlé. Enfin, j'ai perçu ça comme ça. Je n'ai pas répondu à chaud. J'ai analysé. Je vais déjà, moi, toute seule, me préparer à lui parler. Oui. Déjà faire la démarche personnelle de dire je vais pardonner, je souhaite pardonner. Oui. Et ensuite, ce sera plus facile puisque, après on pourra le voir ultérieurement, hein, la puissance de l'affirmation positive, c'est valable dans tout, cela pourra permettre un meilleur échange avec l'autre. Et une libération. On va essayer ça. Je vais essayer de me fâcher avec quelqu'un, essayer ça. Volontairement, il est 13h54. On va recevoir Mounia tout à l'heure, mais avant, il faut absolument qu'on parle de cet ouvrage, puisqu'ils sont venus, l'aventure du Papyrus. Tu as connu Papyrus, toi, non? Oui, le bateau. Le bateau qui était à la marina, qui amenait les gens qui venaient de la Martinique et qui s'est installé en Guadeloupe. Ben, Jacques Sagon, il a fait un ouvrage là-dessus. Il raconte toute l'histoire du Papyrus. On l'a reçu ce matin. On regarde un peu, c'est sa fille qui en parle et qui raconte un peu ses 40 ans de Papyrus. Ce Papyrus aujourd'hui se trouve à Porto Rico. Tout de suite, reportage. Voilà, bien, aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire vécue, un bateau que beaucoup de Guadeloupéens connaissent et ça fait l'objet d'un ouvrage. Cet ouvrage, c'est L'aventure du Papyrus et ça a été écrit par Jacques Sagon. Alors, Jacques Sagon, pour des raisons, on va dire, physiques, ne peut pas s'exprimer directement, mais Sandra, sa fille, qui a vécu l'opération L'aventure du Papyrus avec nous. Bonjour Sandra. Bonjour. Alors, je suppose que cette aventure, ça vous a marqué, puisque vous êtes né en Guadeloupe et vous avez grandi avec le Papyrus.
Oui, vraiment le papyrus, quand je parle à mes amis, tout le monde connaît le papyrus. Oui. Tout le monde a une histoire qui s'est passée sur le papyrus et des souvenirs, que ce soit un anniversaire ou une fête. On a tous à un moment quelqu'un ou quelque chose qui s'est passé sur le King Papyrus, oui. Alors quand votre père Jacques Sagon, on verra sa photo tout à l'heure, décide de venir en Guadeloupe s'installer, d'abord il passe par la Martinique. Oui. Oui. Donc il arrive en Martinique pour son travail. Oui. Et bien sûr, mon père, il adore les bateaux, la mer. Il n'est pas breton au départ, non? Ah non, du tout. On est plutôt du côté de Bordeaux, là-bas. Oh, c'est pas loin de la mer. Non, c'est vrai. Mais oui, il a passion pour la mer et les bateaux et tous les voyages font que je pense qu'il a eu une idée de faire quelque chose sur la mer, où surtout on peut s'amuser. C'était vraiment comment allier l'amusement avec les bateaux. Et donc par vraiment ces voyages, il a vu que dans d'autres îles, il y a déjà ce concept de personnes qui vont soit avoir un repas sur un bateau, sur une barge, et il se dit pourquoi pas le faire aux Antilles. Et par ses voyages en Guadeloupe, c'est là où il découvre le Grand Cul-de-Sac marin. Et là, il se dit, ça serait le plan d'eau parfait pour amener ce projet aux Antilles. Et donc, c'est le premier bateau de la Marina, pratiquement. Oui, c'est le premier bateau de la Marina, aussi le plus gros bateau de la Marina. Et ça a commencé donc en 1975, arrivé en Guadeloupe en 1976. Donc, franchement, dès qu'on se promenait à la Marina de Pointe-à-Pitre, le papyrus faisait partie du décor pendant de nombreuses années. Mais alors, il y a eu quand même beaucoup de difficultés avant d'arriver à faire aboutir ce projet. Oui, alors entre avoir une idée et le réaliser, c'est vrai que c'est assez long. Il faut trouver où pouvoir fabriquer un bateau parce que en fait, on devait passer sous le pont de la Gabarre pour le bateau. Donc on ne pouvait pas juste acheter un bateau qui existait déjà. Donc on a dû vraiment le construire de A à Z. Il y a une image de la maquette qu'on voit un moment. Voilà, alors c'était ça le. Alors mais qui décide de cette construction? C'est M. Sagon lui-même qui décide tout. Oui, ça c'est le dessin. De toute façon. Oui, donc de par son travail dans les travaux publics, il a dessiné toutes les maquettes et il fallait juste avoir des personnes qui allaient suivre l'idée et dire on peut le faire, oui, on va le faire, on va construire ce bateau. Donc ça commence en Martinique et c'était vraiment un groupe d'amis qui ont commencé à construire ce bateau lamantin sur mesure pour passer le pont de la Gabarre de Guadeloupe. C'était le lieu où il fallait passer. Il fallait pouvoir passer parce qu'en fait, il faut dire que le papyrus avait un parcours particulier en Guadeloupe. Oui, donc le papyrus était à la Marina de Pointe-à-Pitre, passé par le pont de la Gabarre, traversé la mangrove, où beaucoup d'élèves et d'enfants ont vu faire la découverte de la mangrove. Bref, le papyrus, il faut le dire. Oui. Et ensuite, on allait dans le Grand Cul-de-Sac marin pour s'arrêter à l'île Les Carrettes. Et c'était, le premier bateau qui a fait découvrir cette partie de la Guadeloupe à la population guadeloupéenne. Tout à fait. Et aussi l'île du Gosier pendant les soirées. C'était pratiquement devenu un service public, j'ai envie de dire. Alors quand même, financièrement, ça n'a pas été facile. Non, c'est vrai que pour avoir des subventions ou des aides... 50 000, non, c'était pas en euros, on n'était pas en euros. C'était en francs. Oui, c'était des francs. Oui, il fallait vraiment arriver à la banque en disant j'ai un projet, j'y crois, mais c'est vrai qu'il y avait rien derrière, donc il fallait vraiment y aller avec ses idées et beaucoup de conviction. Et ça, c'est ce que mon père a su faire et les gens l'ont suivi, parce que c'était une idée un petit peu folle, mais ça faisait rêver aussi. Alors, quelle était l'ambiance du papyrus à cette époque-là? Quand les gens prenaient le papyrus, ils venaient le week-end, aussi bien les touristes que les Guadeloupéens. Comment ça se passait? Alors, on l'appelait la croisière s'amuse. On venait en famille. Il y avait vraiment pour toutes les occasions. Il y avait beaucoup de danse. Tout était inclus. Donc, on avait le repas, les boissons. Le petit punch aussi. Le petit punch de pied dans l'eau, le mariage pirate et oui, toutes les danses. Et cette fameuse phrase, si vous étiez venu, si vous ne dansez pas, vous ne mangez pas. C'était vraiment le concept du papyrus. Mais oui, vraiment, moi, pour ma propre expérience, j'ai pu faire tous mes anniversaires. Et aussi... tous les anniversaires sur le papyrus? Tous les anniversaires avec tous mes copains, copines. Les écoles aussi, donc la découverte de la mangrove, comme je disais, et même jusqu'à la fac, quand j'étais à Fouilleul, on faisait des sorties étudiantes aussi, et des comités d'entreprise, et des mariages et tout ça. Mais comme je disais, tout le monde est venu une fois sur le papyrus. Et nous, on disait même, on va sur le King. Oui, sur le King, oui. C'est vrai. Alors, de ça naît un bouquin.
Oui. L'aventure du papyrus. Oui. Alors, comment l'idée, c'est pareil, l'idée vient à M. Sagon, Jacques Sagon, de raconter l'histoire du papyrus il y a 40 ans? Et oui, le papyrus, c'est 40 ans d'histoire. Oui. Et puis la retraite arrive et le bateau s'en va. Oui. Et il y a beaucoup de Guadeloupéens qui se demandent mais où est le papyrus? Ils veulent vraiment savoir ce qui s'est passé. Donc, c'était un beau projet de début de retraite, de retracer toute l'histoire du bateau. Parce que je pense que les gens aussi ont envie de savoir un peu l'envers du décor. Qu'est-ce qui s'est passé de l'autre Alors, côté? qu'est-ce qui s'est passé? Il faut le dire aux gens qui n'ont pas encore lu le livre. Il faudra que les gens lisent le livre parce qu'il y a beaucoup d'images. Oui. Il y a des gens qui vont peut-être même se reconnaître certains dans le bouquin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, vous verrez, comme vous dites, il faut aller prendre le livre en librairie. Oui. Il y a plein d'anecdotes, beaucoup d'anecdotes, effectivement, assez marrantes. Ça a pris combien de temps pour écrire ce bouquin? Oh, bien 2 ans. 2 ans. Ça, 2 ans. Oui. 2 ans de recherche. Et puis aussi, on avait les livres d'or, on avait tous les témoignages de tous ceux qui sont passés sur le bateau. Et on raconte les histoires. Oui. Maintenant, Sanglam n'avait pas voulu reprendre le bateau? J'aurais vraiment aimé. Je pense qu'à quelques années près, j'aurais vraiment aimé. Oui. Mais c'était il y a 7 ans, donc j'étais pas encore en âge de le faire. Oui. Mais aussi, justement, je pense que ce livre, pour ma génération, c'est un bon exemple de se dire, quand on a une idée, il faut y aller, il faut entreprendre. Il faut y croire surtout. Il faut y croire, oui. Et je pense que ça intéressera vraiment la génération de mes parents qui ont vécu ces moments, mais aussi ma génération qui sont maintenant en train de penser à justement entreprendre et avoir des idées. Et il faut que les Guadeloupéens continuent à raconter des histoires et à entreprendre. Mais oui, le papyrus, c'est vraiment que du bonheur, c'est les souvenirs. Et je pense que c'est beaucoup de légèreté de se remémorer des très bons moments passés en famille et entre amis. Et alors ça veut dire que Sandra, papyrus est ton bon butin alors? Oui, bien sûr. Ouais. Oui. Et vous avez aimé ce bateau. Alors, beaucoup de Guadeloupéens vont se reconnaître. Alors, je rappelle que cet ouvrage est sorti aux éditions Nestor. Il est disponible. Il n'y aura pas de signature. Il n'y aura pas le temps de faire une signature avant de partir? Non, pas cette année, mais bon, pourquoi pas l'année prochaine? L'année prochaine, il reviendra? Oui, bien sûr. Bon. Quand on est né en Guadeloupe et qu'on a vécu en Guadeloupe, on a la Guadeloupe dans le cœur. Hein, oui, c'est clair, c'est clair. Et une dernière chose, le papyrus, alors, il est où? Alors là, il est à Porto Rico. Il s'appelle toujours papyrus? Ça, je ne suis pas sûre, mais en tout cas, je suis sûre que si on va se promener à Porto Rico, on le reconnaît. Hein, le papyrus, quand même, il est reconnaissable entre mille et ça fait plaisir de savoir qu'il continue à voguer sur d'autres eaux, mais pas les nôtres. Mais voilà. C'est dommage, en tout cas. On vous remercie d'être venu. On remercie M. Sagon d'avoir écrit cet ouvrage. Je rappelle donc L'aventure du papyrus. Édition Nestor, et puis présentée par Sandra, la fille de l'auteur, la fille du concepteur et de l'inventeur du papyrus. Merci. Merci d'être venu, en tout cas. C'est fini, les 14h03. Rapidement, on rappelle que nous avons reçu en début du journal M. Jean-Louis Francis, qui est le président du syndicat mixte de l'eau. Avec lui, on a fait le point sur ces questions très sensibles en ce moment. On a reçu aussi Ludovic Cancel de la CCIG, chargé de mission à la direction de l'appui des entreprises de la CCIG. Lydia Pouan-Rémy est venue nous parler de la retraite de réversion. C'est très important, quand vous avez dépassé 55 ans. Barbara Montpierre pour sa chronique à la rencontre de soi. Et là, on a bien sûr parlé du pardon et du plaisir. Et on a terminé et on va la recevoir demain. Juste un tout petit coucou à Mounia. Bonjour et au revoir. Bonjour. Et au revoir. Bonjour. Au revoir. Et on la retrouve je demain. voulais vraiment revenir sur Barbara. Oui. Ce qu'elle a dit est vraiment la vérité. La respiration est la chose primordiale dans une vie. Respiration. On l'a noté. Merci. On se voit demain. On se retrouve demain. Voilà, à 14h04, la réalisation était assurée par Jordan, comme toujours, et ça s'est bien passé. On termine avec vous, on se donne rendez-vous à la même heure demain à partir de 12h30. C'est fini pour aujourd'hui.